Ok. Oui, donc bonsoir à toutes et à tous. Et donc vous connaissez les règles des visioconférences, hein. Nous allons nous avons quatre invités et vous pourrez poser des questions évidemment dans le chat ou en levant la main. On verra comment ça peut se passer. Donc vous me connaissez pour certains, Françoise Lamartine, co-responsable de la commission transnationale depuis maintenant 2 ans. Et donc, notre commission, comme vous le savez, est une commission qui s'occupe du monde entier, de toutes les thématiques qui concernent le monde entier au niveau, évidemment, de l'écologie et des luttes écologiques. Et donc, c'est extrêmement important. Et je vous demande à tous, avec insistance, de venir nous renforcer. Voilà. Donc, les objectifs de notre commission, c'est de faire de l'information à la fois en interne et en externe, de produire des analyses, pareil, hein, en externe et en interne, et puis de faire beaucoup de la déconstruction des discours médiatiques qui sont souvent à la superficielle ou même, voire sans le faire exprès ou en le faisant exprès, de la propagande, et donc de présenter sur ce qui concerne l'international, hein, aussi bien au niveau de ce qui se passe dans les pays, ce qui se passe au niveau des thématiques, que ce soit sur l'eau, que ce soit sur l'énergie, etc., ou les actualités, donc de présenter les positions d'un point de vue écologique, ce que ne font pas beaucoup d'autres partis. Donc voilà. Et nous sommes très heureux de pouvoir faire avec la commission biodiversité, puisque nous travaillons de plus en plus souvent avec des commissions, et en particulier la commission biodiversité, bien entendu. Nous sommes très contents de faire cette visioconférence avec nos deux commissions. Donc, je passe la parole à Julie Nicolas, qui est la représentante de la commission biodiversité. Bonsoir à tous, merci beaucoup Françoise. Merci à la commission transnationale de nous inviter dans ce webinaire parce que sans la commission transnat, en l'occurrence, je ne suis pas sûre qu'il y aurait eu un webinaire sur la COP 15, notamment biodiversité. Donc, je suis co-responsable avec Clément Duguay de la commission biodiversité et cofondatrice de la commission qui est la plus jeune commission de LB puisqu'elle a été créée seulement en 2019. Donc voilà, depuis peu de temps, et désormais on a un groupe très actif où il y a beaucoup de gens qui discutent de plein de sujets en lien avec la biodiversité et notamment un certain nombre d'adhérents qui sont aujourd'hui à la COP 15. Ils ne sont pas tous là ce soir, mais Frédéric prendra la parole depuis Montréal et pourra expliquer ce que font nos différents adhérents. Donc il y a aussi Christine Juste et Catherine Ribaud qui sont là-bas pour essayer de faire avancer les choses. Donc, nous, on est une commission qui travaille beaucoup avec la commission justice, la commission transnat, dans le cadre du groupe de travail extractivisme qui a été lancé l'année dernière. On parlera peut-être un petit peu exploration ou plutôt volonté d'exploitation des grands fonds marins. J'ai entendu que Caroline Rose était là, peut-être que c'est un sujet qui arrivera sur la table. Par ailleurs, on m'a demandé de dire un mot sur l'importance de prendre en compte la biodiversité et pourquoi finalement on s'en occupe pas véritablement aujourd'hui. On parle beaucoup de climat, on parle beaucoup de génération climat. Les COP climat, ça fait des années qu'elles défrayent la chronique, au moins depuis 2009, hein, depuis la COP Copenhague qui d'ailleurs nous a beaucoup déçus au passage, mais et les COP biodiversité, jusque-là, elles vivaient de façon plus confidentielle, avec moins d'États qui y vont, et puis beaucoup moins de relais médiatiques. C'est encore le cas aujourd'hui. Antonio Guterres a essayé de réveiller un petit peu ça, parce que finalement, il y avait comme une forme de peur de la nature qui a cédé la place à une véritable guerre à la nature. Enfin, c'est pour ça aussi qu'on parle d'extractivisme, de productivisme dans d'autres parties, et qui se traduit par ailleurs par une forme d'indifférence. Moi, j'aime rappeler je n'aime pas rappeler qu'aujourd'hui, on a dépassé 6 limites planétaires sur les 9.
et que l'on manque d'une réflexion qui s'indexe vraiment à l'une de ces dépassements qui nous mène petit à petit sur la voie de l'effondrement et l'effondrement du vivant. C'est la dernière qui a été dépassée, c'était celle sur le cycle de l'eau, l'eau verte, l'humidité dans les sols, avec des sols aussi qui aujourd'hui pourraient ne plus remplir leurs fonctions, les écosystèmes indispensables pour réguler notamment le climat, mais aussi des fonctions, une fonction productive. On avait dépassé la pollution chimique avant, la limite planétaire du changement climatique, celle sur l'intégrité de la biosphère, celle sur les cycles biogéochimiques et celle sur le changement du système terrestre. Et en fait, sur les limites qu'on n'a pas encore dépassées, il y en a 3. Il y en a une qui n'est pas quantifiée. Et les autres, en fait, bon, globalement, c'est aussi peut-être par manque de données qu'on n'est pas encore en train de dire qu'elles ont été dépassées. Donc globalement, on sait que cette COP aujourd'hui, c'est une COP alors qu'il y a 1 million d'espèces qui a déjà disparu, qui est vraiment indispensable, sauf que les États ils sont allés à reculons, en retirant avant même le démarrage de la COP dans leur projet de déclaration la volonté d'avoir des zones de protection fortes, et à l'inverse, ils ont rajouté une possibilité, c'était celle de faire de la marchandisation des écosystèmes. Voilà, donc Frédéric nous fera un point tout à l'heure sur les dernières actualités qui sont malheureusement pas très bonnes. Mais je voulais insister sur cette nécessité d'avoir des vrais espaces de protection protégés de 30% au moins. On ne s'est pas gagné parce qu'il y a une grosse barrière qui est le financement de la biodiversité qui reste aujourd'hui le parent pauvre des politiques environnementales dans les États du monde. Voilà, je m'arrête là, j'ai fait trop long, je crois. Je te rends la parole, Françoise, et je m'excuse parce que je vais devoir vous quitter à cause d'une autre réunion après. Bonne soirée à tous. C'est pour ça que tu pouvais prendre la parole et que de toute façon, c'était important de remettre un contexte plus large. Donc, merci Julie. Alors moi, du coup, je vais parler plutôt de la COP27 puisque sur l'international. Donc, comme beaucoup l'ont dit, ça a été quand même une grosse catastrophe. On s'y attendait, mais on aurait pu penser qu'avec toutes les catastrophes pas du tout naturelles qui ont eu lieu dans le monde, absolument partout, et pas seulement dans les pays des Suds, alors que jusqu'à présent, on était plutôt habitué à ça, et ça paraissait un peu loin, on s'aperçoit en fait qu'il n'y a eu aucune amélioration sur les émissions de gaz à effet de serre, même si les promesses étaient respectées, et on connaît ce qu'on peut penser des promesses en général des États, hein, que ce soit sur la déforestation, que ce soit sur la baisse des émissions, justement. Beaucoup de promesses ont été faites, même si elles étaient en fait tenues, ce qui est loin d'être sûr. On aurait une augmentation entre 10 et 35% d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qui veut dire qu'en fait, à l'heure actuelle, on est déjà à 1,2 degré d'augmentation depuis, je ne sais plus quel est le point de départ, mais peu importe. On est même dans l'Europe de l'Ouest à une augmentation de 1,7 degré, ce qui est assez considérable et ce qui nous promet des jours très, très intéressants avec des canicules, des inondations et même des tornades. Je ne vais pas parler non plus, enfin si, justement, Julie en a parlé, du réchauffement des questions des océans et de l'exploitation des océans. Et on sait qu'il y a un réchauffement des océans absolument incroyable, et en particulier la Méditerranée, puisque on en était encore en octobre de cette année, donc à un réchauffement non pas en surface, mais en profondeur de plus 5. Donc, c'est évidemment une destruction de la biodiversité marine extrêmement importante. Alors, vous avez sans doute entendu parler de la déclaration d'Antonio Guterres qui a déclaré nous devons drastiquement réduire les émissions maintenant. Et c'est une question à laquelle cette COP n'a pas répondu. Donc, c'est un échec là-dessus. Il a qualifié cet échec même de suicide. Donc, en fait, on va, avec nos invités, pouvoir se poser des questions par rapport à ça, hein, par rapport à la COP27, par rapport à la COP15 qui est en ce moment.
se poser la question de leur utilité, puisque quand même, il y a eu des dessins d'ailleurs assez tristement révélateurs sur les COP qui se succèdent et où rien ne bouge. Nos invités vont pouvoir faire le point quand même sur les avancées éventuelles. Je pense que Guillaume Charon pourra vous en faire part, mais aussi sur les dangers de certaines préconisations. Et là, je pense que Marie Toussaint, qui sera notre seconde intervenante, pourra en parler. Et puis aussi, malgré tout, les propositions qu'on peut avoir, puisqu'il n'y a pas que les COP dans la vie, si j'ose dire, pour des écologistes, et donc les propositions pour défendre les écosystèmes et pour défendre aussi les peuples autochtones, dont nous parlera Frédéric. Et enfin, Charlotte pourra nous parler aussi de propositions comment réformer les COP. Alors, je vais peut-être vous présenter, vous l'avez eu dans le visuel qu'on vous a envoyé, mais je vais peut-être vous présenter très vite les intervenants, et puis après, on présentera un peu plus leurs interventions, et ça sera sans doute moi, puisque Julie sera sans doute partie. Donc, Guillaume Charon, qui va être notre premier interlocuteur et directeur du bureau de Genève de l'ONG Independent Diplomat, avec mon accent parfait, une association qui défend, alors je dis, il me reprendra, les petits pays, les pays sans voix, les pays les plus vulnérables auprès des instances internationales. Et il participe à la Commission des droits de l'homme à l'ONU, des droits humains. Marie Toussaint, que on n'a plus besoin évidemment de présenter, qui est eurodéputée, vice-présidente du groupe des Verts HAL, et membre de la Commission de l'environnement du Parlement européen et dont on connaît le combat pour la reconnaissance du crime d'écocide. Frédéric Garino, donc, qui est membre de d'ELV au Canada, qui va intervenir à partir de Montréal, où il assiste à la COP 15. Il fait partie du Climate Action Work, il faudra vraiment qu'un jour j'apprenne l'anglais, et il est donc observateur pour les Global Green à cette COP 15. Et puis nous terminerons avec Charlotte Soulary, Charlotte qui vient juste de quitter sa délégation à l'Europe au bureau exécutif de LV, mais qui est membre de la coordination du réseau des Verts mondiaux, donc des Global Green. Voilà nos 4 invités. Et donc, je vais donner tout de suite la parole à Guillaume pour nous faire part de quel bilan il fait de la COP27, puisqu'il y était présent en tant que défenseur des petits pays, donc comme je le disais. Et à son avis, est-ce qu'il y a quand même eu des avancées, mais quels sont les points positifs et quels sont les points négatifs en même temps sur la défense de ces pays et en même temps sur le lien qu'on peut faire avec la COP 15 par rapport au droit à un environnement sain qui a été voté à l'ONU il y a très peu de temps. Guillaume, je te passe la parole. Merci tout le monde d'être là. Merci de me donner l'occasion de débriefer avec vous. Donc, comme ça a été dit, je suis le directeur d'une ONG à Genève qui fait de la consultance en diplomatie. On n'est pas nombreux dans ce secteur-là, mais c'est ce que l'on fait. Et on travaille avec les îles Marshall, qui est un État du Pacifique Nord, pas très loin au sud de Hawaï et pas très loin des États fédérés de Micronésie. C'est un tout petit pays de 70 000 habitants, souverain, autonome, indépendant et qui joue un rôle quand même assez important dans les négociations climatiques. C'est malgré sa taille, puisque c'est le pays qui, c'est le pays qui a unifié autour de lui ce qu'on a appelé la High Ambition Coalition ou la coalition des États à haute ambition, qui sont les États qui ont amené 1,5 à l'accord de Paris, à l'époque où tout le monde, les ONG, tout ça, tout le monde à l'époque parlait de 2 degrés, on ne pensait pas que c'était réaliste d'aller au-delà. Or, ces pays-là, suite à l'intervention du ministre des Affaires étrangères des îles Marshall, qui disait pour nous, pour les pays insulaires, 0,5, c'est la différence entre la vie et la mort. Il faut savoir qu'on parle d'États
dont le niveau le plus haut au niveau de la mer est en deçà de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer, et que par conséquent, le niveau de la montée du niveau de la mer représente un danger existentiel pour ces atolls, ces pays-là. Il y en a à peu près 5 ou 6 sur la planète qui sont dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de terre plus élevée où aller donc il n'y a pas de déplacement interne qui pourrait sauver ces populations-là. Et de par cette position-là, de secrétariat de cette coalition, les îles Marshall ont toujours joué un rôle très central dans les négociations de COP et dans les négociations climatiques. Donc moi, j'ai été amené à rejoindre la délégation des îles Marshall dans cette négociation au niveau de la COP 27. Bon, Martine, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit par rapport à l'échec et à la gravité de la situation, mais j'aimerais nuancer un tout petit peu parce que ça dépend. Le succès d'un accord international doit être jugé par rapport à ce qu'on attend de celui-ci ou de la barrière que l'on a. Nous, on avait une barrière qui était peut-être pas celle que tu viens de mentionner. On va pas dans ces négociations-là en pensant qu'on va réussir nécessairement à avoir l'impact immédiat sur ces questions-là, mais plutôt de créer un environnement où on oblige les États. Et quand je dis on oblige les États, c'est-à-dire qu'après, ils peuvent se retrouver en cours, où on peut pouvoir, par d'autres mécanismes, avoir justice ou trouver des mécanismes qui permettent d'influer sur des politiques par ailleurs. Ceci étant dit, effectivement, pour les îles Marshall et tous ces pays-là, comme tu le disais, les négociations sur l'atténuation se sont révélées assez inquiétantes puisqu'il n'y a toujours pas de progrès à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît un peu comment marchent les négociations d'une COP, mais pour faire simple, elles sont négociées autour de 4 piliers. La COP à Sharm el-Sheikh, on était à peu près 43 000 personnes et il y a peut-être à peine quelques 5 000 personnes qui sont vraiment dans les négociations. Tout le reste, c'est un show business de lobbyistes, d'activistes, de manifestants, de tout ce qu'on peut imaginer comme compagnies qui veulent nous vendre leurs solutions à tous ces problèmes-là. Donc, il y a une grande foire qui a lieu. Et puis, il y a un espace dédié à ces négociations qui se font autour de 4 piliers que vous avez sûrement tous entendu et connaissez. C'est l'atténuation, l'adaptation, dans ce cas-ci, les pertes et dommages, et les questions de genre. Il y en a d'autres, évidemment, parce que, par exemple, en ce qui concerne l'atténuation, il y a plusieurs chambres de négociation. C'est divisé en fonction des articles. Et il y en a qui s'occupent de ce on appelle il y a plusieurs champs de négociation. Mais ça donne les piliers autour desquels ces négociations se font. Ensuite, les négociations se font autour principalement de grosses coalitions d'États qui cherchent à influer beaucoup les discussions qui ont lieu. Donc, en fait, on se rend compte que l'influence d'un État individuel est assez faible tant qu'elle n'est pas active au sein d'une coalition. Et là, on s'est rendu compte que dans ces négociations-là, les gros mastodontes, c'était donc les pays occidentaux versus ce qu'on appelle le G77, plus la Chine, qui sont les pays en voie de développement ou les pays du Sud, et dans laquelle moi, finalement, je me suis retrouvé membre par extension, puisque j'étais membre de la négociation pour les îles Marshall. Donc, je me retrouvais plus ou moins de l'autre côté de la table des pays comme la France, l'Allemagne, les États-Unis ou le Canada, et je me retrouve dans ce contexte-là à négocier pour les îles Marshall, qui fait partie d'un autre sous-groupe qui s'appelle EOSIS,
Et aussi, c'est donc tous les pays insulaires. Et c'est très important comme dimension. Donc, tous les petits États et tous les pays insulaires. L'objectif de cette COP, et tout le monde s'y attendait en y allant, c'était donc de trouver, de pouvoir débloquer un fonds sur les pertes et dommages. En tout cas, pour l'État pour lesquels moi je négociais, le grand enjeu, c'était puisque on ne peut pas s'adapter, et ça s'écrit AOSIS, donc c'est Atoll, enfin Alliance of Small Island States. Exactement. Merci Frédéric. Les îles Marshall, disons, et tous ces pays insulaires avaient, comme certains pays africains d'ailleurs, puisque c'était la COP africaine, même si l'Égypte s'est retrouvée dans une situation assez rapidement de perdre la confiance des États africains. Donc c'est le EOCC et les États insulaires savent qu'ils vont perdre des territoires, ils vont perdre une partie de leur souveraineté, sont très inquiets par rapport aux pertes et dommages qui vont résulter du changement climatique. C'est-à-dire que quand on est un État comme les îles Marshall et que on risque de perdre la quasi-totalité du territoire, il n'y a qu'un certain degré d'adaptation possible. Hein. Donc, il faut réduire les émissions, il faut s'adapter. En France, c'est la même chose. Par exemple, si je recontextualise ça dans le contexte français, les villes telles que Paris, Lyon ou d'autres, on va s'adapter avec une isolation plus accrue ou autre, je ne sais quoi. Mais il y a, avec le niveau de la mer, des zones telles que l'Aquitaine ou autres qui vont se retrouver sous le niveau de la mer avant la fin du siècle. Et ça représente une perte sèche. Ce n'est pas juste une question d'adaptation. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu ce fonds. Et ce fonds, qui est en fait le seul succès réel qu'il y a eu à cette COP, est quand même quelque chose de très important puisque cela fait plus de 10 ans qu'il devait y avoir un progrès sur cette question-là et tous les pays occidentaux ont refusé toute forme de négociation et de discussion sur ce sujet-là. Et là, il y a eu un momentum qui a eu lieu sur l'année qui a précédé la COP pour dire cette COP, si c'est la COP des Africains, c'est la COP de l'Afrique, c'est la COP de l'implémentation, c'est la COP qui doit amener à des solutions au niveau de pertes et de dommages. Les négociations cette négociation-là et donc la négociation sur la finance a tout bloqué. Moi, j'étais personnellement impliqué dans les négociations sur les questions de genre, donc tout ce qui est relié et des filles et des minorités. On s'est retrouvé rapidement dans l'impossibilité de négocier le reste du texte ou de pouvoir inclure des questions de droits humains dans ces questions-là, pour la simple et bonne raison que le texte a bloqué très rapidement sur une question fondamentale qui est celle du paiement, c'est-à-dire qui va financer ces questions-là. Question de genre et évidemment celle des pertes et dommages ou de l'adaptation. Quoique l'adaptation, il y a déjà un fonds qui existe là-dessus, je serais content d'y revenir plus tard en conclusion. Mais donc tout bloqué au niveau de cette question-là. Pour être honnête avec vous, la question est tout à fait légitime puisque certains pays occidentaux étaient assez ouverts à ces questions je pense à l'Allemagne par exemple, et assez ouverts à la question des pertes et dommages ou de financement. Mais il se trouve qu'il y a quelque chose qui est assez gênant finalement, qui est que toutes les négociations se font sur la base de la contribution des pays développés aux pays en voie de développement. Or, des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, qui sont maintenant des pays qui polluent au même niveau de pollution que les pays occidentaux, voire plus, même en prenant en compte les émissions dans leur cadre historique, dépassent les pays occidentaux, ça c'est numéro un, et des pays comme l'Arabie Saoudite ou d'autres pays du Golfe comme le Qatar, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn ou Dubaï, au prorata à leur population,
polluent tout autant, voire plus, et ont un niveau de vie, un PIB qui est l'équivalent de celui du Luxembourg. Donc, on est dans une situation tout à fait, j'ai pas envie de dire ironique, mais alarmante, qui est du fait que ces pays-là sont encore considérés comme des pays en voie de développement et bloquent mordicus tout langage qui pourrait les emmener à contribuer financièrement aux solutions, alors qu'ils jouent un rôle tout à fait central dans les émissions. Donc, si on veut impliquer le principe pollueur-payeur, il est évident qu'il devrait être amené à contribuer à ces fonds-là. Je dis tout ça parce que finalement, c'est pour vous dire que même les pays qui sont dans le G77, comme moi, on est conscient de cette dimension-là. Par contre, on ne peut pas demander aux pays les plus pauvres et les plus faibles de pouvoir influer sur les relations économiques de tous ces mastodontes que sont l'Union européenne, les États-Unis d'un côté et la Chine et l'Inde de l'autre. Et donc, c'est des positions où souvent on va entendre les pays du Sud être un petit peu en retrait sur ces questions-là. En rappelant que la question, c'est pas de savoir qui va financer, mais de savoir de créer les fonds et après de faire en sorte que tout le monde puisse y contribuer sur la base du volontariat. On le voit pour le fonds de l'adaptation. Certains pays ont contribué alors qu'ils ne sont pas des pays développés. Mais ceci dit, c'est une vraie position politique et une vraie discussion et un vrai problème. Et c'est un problème qui, à mon avis, va devenir de plus en plus criant et qui va bloquer les négociations l'année prochaine et les années suivantes, réellement. S'il n'y a pas plus de pression en fait sur les pays tels que la Chine et d'autres, on va se retrouver avec un cul-de-sac sur un nombre de ces discussions-là. Là, on a réussi à avoir un accord dimanche, alors que la COP finissait vendredi, pour vous dire. Et ça s'est fait vraiment à l'arrache, où les pays, où le langage a été celui de dire parties to the convention, donc vraiment les parties à la convention doivent contribuer financièrement et donc de garder un langage extrêmement général, générique et pas du tout même, comment dire, c'est un encouragement à la contribution, c'est pas du tout une obligation à cette contribution. Maintenant, pourquoi est-ce que les pertes et dommages sont importants pour la France ou pour des pays du Nord? Je pense que c'est une question de justice climatique. C'est aussi une question de réalisme politique, puisque les petits pays sont ceux qui sont en première ligne. Ce sont donc aussi les premiers à révéler l'amplitude et la magnitude de ce qui nous attend tous. Et que si on n'est pas capable de les aider tout de suite et d'empêcher ce qui leur arrivera, alors par effet de synergie, nous serons dans des situations qui seront encore beaucoup plus alarmantes au moment où nous serons dans les mêmes situations que eux. Et qu'il est nécessaire de pouvoir adapter ces états-là pour démontrer que ils peuvent aussi commencer à avoir une politique verte, c'est-à-dire une transition et ne pas continuer à contribuer eux-mêmes au réchauffement climatique, aussi petit soit-il, ou aussi comment dire, aussi insignifiants sont-ils dans le cadre de leurs émissions. Ce sont des pays qui n'ont pas la capacité, vu les dettes ou autres, de pouvoir organiser cette transition et ils ont besoin des soutiens extérieurs. Surtout que ce sont les soutiens extérieurs qui, eux, ont contribué à cela. Juste pour rajouter 2-3 petits points par rapport à l'atténuation et l'adaptation. L'adaptation, l'année dernière, on avait eu une promesse de doubler l'assistance au niveau de l'adaptation pour internationale, il y a une promesse en fait qui avait été faite à Paris que ça serait 100 milliards de dollars chaque année qui seraient versés à ce fonds pour pouvoir permettre cette adaptation. Il faut savoir que jusqu'à l'année dernière, on était à 20 milliards, non pas 100 milliards, et que sur ces 20 milliards-là, 80% étaient faits sous forme de prêts plutôt que des donations, et que l'adaptation sous forme de prêts, ça marche pas, puisque l'objectif, ce n'est pas un rendement,
et que voilà, on a eu une promesse de doublement l'année dernière, mais voilà, cette année, on n'est pas allé très loin. Pour l'atténuation, il n'y a pas eu de progrès, mais on entend souvent que c'est pire que l'année dernière. En fait, ça n'a pas progressé, donc c'est pas vraiment pire, c'est pas vraiment mieux, c'est juste statique. Il n'y a pas eu de progrès là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu plus de 700 lobbyistes du pétrochimique à cette COP6. Ça va être pire à la prochaine aux Émirats arabes unis. Et d'ailleurs, je me pique de dire que comme on a rencontré la ministre de la Transition écologique française, qui elle-même a des intérêts dans l'industrie pétrochimique, ça mettait un peu la position de la France qui est pas extraordinaire d'ailleurs dans beaucoup de ces discussions-là. C'est un petit peu dommage et principalement, et je vais finir là-dessus parce que je veux pas que ce soit un monologue, mais une dimension qui est centrale pour moi qui travaille ici à Genève, c'est aussi la question des droits humains ou les droits de l'homme pour ceux qui veulent être un peu plus old school dans la façon de le dire. Mais c'est une dimension centrale et que peu d'États soulèvent. Si c'était pas pour le Mexique et les pays scandinaves, fallait pas compter sur la France pour parler des droits de l'homme dans le contexte climatique. Et pourtant, c'est une dimension centrale, que ce soit les droits de la femme, les droits des filles, notamment, qui sont les groupes les plus impactés et qui a tout un processus de participation sur ces questions-là pour pouvoir que chaque État puisse rapporter le degré de progrès qu'ils font, notamment sur l'inclusion et toutes ces questions-là. C'est une question fondamentale dans la transition, dans la justice climatique, je le répète, par exemple pour l'atténuation, par exemple pour le quid des personnes qui travaillent dans le domaine, les travailleurs qui travaillent dans le chimique, dans le pétrole, etc., qui doivent transitionner. Il y a beaucoup de questions et elles sont pas du tout soulevées à l'aune, notamment aussi sur des questions très pointilleuses. Je pense à l'article 6 sur les émissions carbone, de s'assurer que cela se faisait dans la protection d'un environnement sain, sûr, et d'où le lien avec la COP 15. Et la France, patrie des droits de l'homme, est très silencieuse sur ces questions-là. C'est vraiment un des États qui n'y participe pas, n'y contribue pas, ne manifeste aucun intérêt sur la question. Et si c'était pas pour l'Allemagne et d'autres pays scandinaves au sein de l'Union européenne, je pense qu'elle serait même visible dans son opposition plutôt que de se taire. Dans un contexte comme celui de l'Égypte, qui est un pays où il y a eu énormément de problèmes au niveau de la participation de la société civile et au niveau des droits humains, c'est une dimension particulièrement alarmante. L'année prochaine, ça sera la même chose, voire pire, parce que c'est un État qui est en rien plus démocratique que l'Égypte, mais qui a les moyens de le cacher beaucoup mieux. L'Égypte a un cache-misère, donc c'est l'avantage que l'on voit la grève de la faim qu'a fait Allah juste dans ce contexte-là, qui a failli mourir, mais grâce à l'intervention de l'Allemagne et d'autres États a pu s'en sortir. Mais voilà, je pense que ça soit à la COP 15, que ça soit dans les prochaines COP climatiques ou que ça soit dans le Conseil des droits de l'homme ou les membres du parti à l'Union européenne ou à Paris ou ailleurs, je pense que la priorité, c'est vraiment de défendre ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire les défenseurs de l'environnement, qui sont souvent les personnes qui sont les plus persécutées. Le nombre de morts par année de ceux qui révèlent ce que font les compagnies sur le terrain ou autres sont les premières victimes de tout cela, et qu'il n'est juste pas acceptable que ces dimensions-là soient passées totalement sous silence. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je serais content de répondre à toute question dans la mesure où je peux y répondre. Voilà. Et Martine a mes contacts aussi. Françoise, excuse-moi. Si jamais d'autres veulent avoir dans de plus amples discussions ou questions. Merci. Merci Guillaume. Les questions viendront, il y en a déjà eu sur le chat, mais on fera
un pot pourri de toutes les questions, pas du tout pourri, une synthèse de toutes les questions à la fin. Donc, je vais passer effectivement, donc je reviens sur Peranico parce que j'avais vu les dégâts de Peranico, qui est la fameuse actionnaire, dont l'actionnaire est donc la ministre, et les dégâts au Guatemala où la mine était gardée par l'armée. Enfin, en plus, ils sont spécialisés dans le pétrole sale. Bien. Marie, donc, je te passe la parole. Je pense que tu vas intervenir, comme tu nous l'as dit, sur les dangers de la financiarisation que propose donc la Commission européenne, égale à elle-même, si l'on peut dire. Hein. Donc, dans cette COP 15, c'est vrai que oser partir sur la marchandisation de la nature, de la coter en bourse, de faire un objet de spéculation et donc du permis de détruire, il fallait quand même oser. Donc, je pense que tu vas développer ça comme vous l'avez développé avec Lamberts, notre Belge écolo, sur les mécanismes de compensation dont on connaît les effets complètement désastreux un peu partout dans le monde. Donc, Marie, je te passe la parole en espérant que Régis a bien ouvert ton micro. Merci beaucoup. Peut-être avant de vous parler de financiarisation de la nature, dire qu'il y a quand même des similitudes, entre ce que Guillaume vient de nous raconter sur ce qui s'est passé à la COP 27 et ce qui est en train de se passer à la COP 15 sur la biodiversité à Montréal. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on le sait pertinemment, la biodiversité et le climat sont liés. Or, tout le monde l'a dit à Sharm el-Sheikh et finalement, ça ne se retrouve pas dans le texte de la COP. Alors qu'on sait très bien, évidemment, que le dérèglement climatique accélère la disparition des espèces, mais aussi que si on n'arrive pas à préserver nos sols, nos forêts, nos végétaux, et évidemment nos mers et nos océans, alors on ne sera pas capable de toute manière d'absorber le carbone nécessaire à la lutte contre le dérèglement climatique. Donc les deux sont liés et c'est vrai que l'un des enjeux, c'est de réussir à le reconnaître dans le droit. Et donc ça touche des tas de choses, on pourrait en parler à d'autres moments beaucoup plus longuement, mais par exemple quand on va dessiner les obligations de transparence et de reporting des entreprises, le plus facile à faire, c'est le calcul du CO2. Et encore, on a vu avec le rapport de Greenpeace sur les calculs de CO2 de Total que c'était pas si évident que ça. Mais par contre, les questions de biodiversité viennent plus tard et sans être liées dans la manière dont c'est construit avec l'enjeu climatique. Et on le voit aussi avec les textes sur les énergies renouvelables qui sont discutés en ce moment à la fois au Parlement européen et à l'Assemblée nationale. L'autre élément important, c'est évidemment la question du partage financier de l'effort, on va dire, et du dédommagement et en réalité de la réponse par les pays occidentaux plus longuement pollueurs à leurs dettes climatiques et environnementales. Et donc là, on a eu, je crois que c'est Julie qui a envoyé dans le chat un petit mot pour dire les délégués des pays en développement ont claqué la porte des négociations. Et c'est vrai qu'il y a une demande de 100 milliards de dollars, ce qui est pas si énorme que ça. On le sait, les sommes qui sont demandées n'ont rien à voir avec les sommes qui seraient réellement requises sur le terrain. Et des pays occidentaux qui, de la même manière qu'ils ont refusé de mettre la main au pot à Sharm el-Sheikh, refusent aujourd'hui à Montréal de mettre la main au pot et de reconnaître que depuis la colonisation, ça a été les pays occidentaux qui ont le plus largement été à l'origine de la destruction de la biodiversité. Le débat, il est à la fois extrêmement vieux, ce débat-là, et à la fois il prend ces dernières années des proportions beaucoup plus importantes. Vous entendez certainement de plus en plus, à la fois dans les débats politiques, dans les hémicycles, mais aussi dans les médias, que la France, c'est 1% des émissions de CO2 au niveau mondial, et le récit selon lequel nous ne devrions rien faire et qu'il faudrait laisser les autres agir, puisque c'est à eux de préserver la biodiversité qui est sur leur sol, de lutter contre le dérèglement climatique, parce que voilà, l'Inde, la Chine en particulier sont encore dans le charbon, etc. Et un discours qui rayonne de plus en plus. Face à ça, nous, les écologistes, on a le devoir à la fois de rappeler cette responsabilité vis-à-vis de la dette qui est la nôtre, celle des pays occidentaux, à l'égard de l'ensemble des autres pays, de rappeler aussi
qu'on est très loin de l'exemplarité qu'on revendique. C'est vrai, sur les émissions de CO2, on a, si on compte les émissions indirectes, à peine réduit nos émissions de gaz à effet de serre au niveau européen depuis 1990. Et c'est la même chose du côté de la biodiversité, puisque la nature en Europe est dans un état extrêmement faible. On appelle ça les états défavorables, mais quand on regarde du côté des sols, où on peine à créer les outils nécessaires pour analyser l'état de nos sols, du côté des forêts, où ça avance, mais enfin c'est encore compliqué. Du côté des eaux, on est très très loin d'un état favorable de conservation. D'ailleurs, donc je suis désolée parce qu'on a des débats de groupe extrêmement importants ce soir, et j'aurais aimé donner la parole à Caroline, mais elle est en groupe, elle tient, et puis moi j'y retournerai après. Mais Caroline travaille énormément sur la protection des aires protégées. Alors, sur la protection des aires marines, pardon. Mais la question de la financiarisation, elle peut pas se comprendre si on comprend pas l'ensemble des objectifs qui sont ceux de Montréal. Et je crois qu'on y reviendra. Il y en a plusieurs. Je crois que vous entendez beaucoup parler, et c'est un petit peu l'objectif le plus fort en termes de communication, parce qu'il est simple de dire on veut 30% d'aires protégées, d'aires terrestres et d'aires marines qui sont protégées. Alors évidemment, il faudrait encore atteindre cet objectif. Il n'est pas encore atteint aujourd'hui dans les discussions à Montréal. Alors on pourrait penser que c'est extrêmement simple, et que c'est d'autant plus simple qu'en fait, dans la réalité, ces aires protégées sont ce qu'on appelle de papier. Claire Nouvian et Caroline Rose ont beaucoup communiqué ces derniers temps sur la façon dont les aires marines protégées ne l'étaient en réalité pas. On a même des chiffres qui montrent que, au large de la France, on pêche plus, on surpêche plus que dans les aires non protégées. Donc évidemment, la question de la qualité de la protection qu'on met derrière ces termes est aussi l'objet de discussion. Et cette fois, à Montréal, non pas en ce qui concerne le milieu marin, mais le milieu terrestre, quoique ça pourrait s'appliquer aux deux, il y a une discussion pour permettre les activités minières et extractives dans ces fameuses aires protégées. Donc, c'est pour vous dire, on en est là, et donc on en est loin. Et en réalité, comme à chaque fois, c'est comme les objectifs de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la faim, etc. Derrière de beaux objectifs chiffrés, il faut évidemment aller voir le contenu de l'accord. Il y a un élément qui est éminemment important pour les écologistes et qui répond aussi à ce que soulevait Guillaume, qui est la question de quelle protection des droits humains à l'intérieur de ces aires protégées. Et Guillaume Blanc et d'autres historiens l'ont bien montré ces dernières années, de la même manière que Survival International. On a eu un problème. Donc, je reviens à cette question de colonisation qui est cruciale quand on parle de protection de la biodiversité. On a un élément qui est éminemment central parce que de long terme, l'Union européenne, les États-Unis, surtout en fait en réalité l'Union européenne dans la roue des États-Unis, ont construit des parcs naturels, des aires. C'était l'idéologie, l'imaginaire de la wilderness, de ces espaces de nature sans être humain qui justifient dans la réalité que l'on exploite, que l'on expulse, et parfois même que l'on harcèle, que l'on menace, que l'on tue des êtres humains qui vivent dans ces espaces que l'on veut supposément protéger, et pourtant des populations qui ont eu depuis toujours, en réalité, des pratiques d'interaction avec la nature qui ont préservé les écosystèmes dans lesquels ils étaient présents. Évidemment, si on aboutissait à la protection de 30% des aires sans aucune protection des êtres humains, et en particulier évidemment des peuples indigènes et autochtones et des communautés locales derrière, eh bien, on n'arriverait à rien avec, en plus, ce que souligne Guillaume Blanc, le fait que même quand on a des procédures dans la loi légale de consultation de ces populations, eh bien, parfois, pour des raisons extrêmement différentes, soit effectivement de menaces, soit de corruption ou autre, on a une acceptation par les populations de ce qui est mis en œuvre. Pourquoi je vous parle de ça? Pour vous amener sur la question de la financiarisation. Eh bien, parce que quand on se dit on va protéger 30% des aires, la question derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait des 70% restants? Donc, il y a la première question, qu'est-ce qu'on met dans ces 30%? Et la deuxième question, qu'est-ce qu'on fait des 70% restants? Parce qu'on sait très bien que si on arrive à protéger les espèces sauvages, et d'ailleurs on sort d'une autre COP, qui était une COP sur le trafic des espèces, mais on sait très bien, dans lequel l'hippopotame, qui est sur la route de l'oléoduc COP, là encore tout est lié, n'a pas été intégré. On ne va pas protéger plus l'hippopotame qu'on ne le protégeait hier. Bon, ceci mis à part. Mais
Bon, donc on regarde, finalement c'est 100%, plus 30 plus 70, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour le protéger, l'Union européenne, cette fois, qui a l'habitude, quand elle ne parvient pas à trouver d'accord politique sur des décisions réglementaires, légales, sur des lois, sur des obligations, eh bien, elle sort toujours de son chapeau le marché. Ce fameux libre marché qui est censé tout résoudre, répondre à toutes les préoccupations, qu'elles soient humaines et sociales, qu'elles soient celles du plafond que constituent les limites planétaires. Le libre marché doit tout solutionner et également les désaccords politiques qu'il peut y avoir entre des États ou des ensembles d'États qui n'arrivent pas à tomber d'accord sur à la fois des objectifs concrets et les manières de les mettre en œuvre. Et donc la Commission européenne, elle a inséré depuis plusieurs années et de manière beaucoup plus forte ces dernières semaines, ces derniers mois, dans ces textes et ces prises de position pour la biodiversité, l'idée de solutions fondées sur la nature. De très beaux termes que parfois nous, en tant qu'écolos, on a envie d'utiliser. Et d'ailleurs, assez naturellement, on utilise parce que nous aussi, on pense que plutôt que les bassines, il faut des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire le fait que l'eau puisse repénétrer dans les nappes phréatiques. Bon, en fait, ces termes-là, ils ont été, comme Macron nous montre si bien que les libéraux savent le faire, repris en main par les capitalistes, par les libéraux, qui, en réalité, cachent derrière ces si beaux termes une volonté de financiariser l'ensemble du vivant. On repousse encore les limites, les frontières de la financiarisation et on va aller financer tous les écosystèmes. Alors, qu'est-ce que ça pose comme problème? Le premier, c'est que, ça repose sur l'idée qu'il faudrait qu'on pourrait compenser la destruction de la biodiversité. Donc c'est Total qui, quand il quand il ouvre de nouveaux puits pétrogaziers, alors qu'on sait très bien qu'il faut arrêter d'en ouvrir de nouveaux, va aller acheter des terres au Congo et planter là-bas des plantations d'arbres, évidemment monoplantation, et puis va dire, moi, j'ai compensé les écosystèmes que j'ai pu détruire à travers les émissions de CO2 ou à travers mes exploitations d'extraction et de transport de gaz ou de pétrole par un autre écosystème. Or, tout le monde le sait, les écosystèmes ne sont pas substituables. On ne peut pas compenser la destruction et la disparition totale des flamants roses par une plantation d'eucalyptus. Ça n'a absolument aucun sens, d'autant plus que si on détruit complètement un écosystème, c'est irrémédiable. Alors que si on va planter une forêt quelque part, eh bien, on le sait, on peut n'avoir que quelques mois avant que cette forêt parte en fumée. Et donc, en fait, la compensation qu'on aura réalisée aura été temporaire. Donc, dans la réalité, on ne peut pas compenser. Et c'est pour ça que dans la loi française ERC, éviter, réduire, compenser, le compenser arrive en troisième. Et que dans le cadre du préjudice écologique, on a dit d'abord en nature, puis en monnaie, parce que derrière cette idée de la compensation se cache évidemment la marchandisation du vivant dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, l'idée de la marchandisation du vivant, c'est aussi que non seulement ces écosystèmes qu'on ne peut pas vraiment comparer, en fait, pour compenser, pour effectuer la manipulation de compensation, on va le décomposer en unités comparables et échangeables, c'est-à-dire en unités monétaires. Et donc, en juin 2021, la Commission européenne a évalué les principaux services environnementaux en Europe. Donc, ils ont dit que ça valait 234 milliards d'euros pour l'année 2019. Bon, soit. Mais en fait, on va aller donner des prix. Alors, il va y avoir les prix de départ qu'on va estimer. Bon, la vie n'a pas de prix. Donc, voilà. Mais il y a une espèce d'évaluation de cette vie-là. Et puis, évidemment, ça va être mis sur un marché. Donc, les entreprises vont pouvoir acheter ou vendre ces unités de compensation. Et puis derrière, bien sûr, c'est de la titrisation, c'est de la finance toxique, c'est un échange, c'est la fixation du prix par rapport à l'offre et la demande. Et donc, on artificialise plus encore une valeur qui était déjà au départ mal fixée parce que tout simplement infixable. Donc, contre cette vision de la marchandisation de la nature, évidemment, ce qu'on peut opposer, c'est la force des droits. Je dis des droits parce qu'il y a à la fois les droits de la nature en tant que telle, et puis évidemment les droits environnementaux des êtres humains. On a parlé tout à l'heure
de la reconnaissance du droit à un environnement sain qui fait effectivement son chemin, à la fois aux Nations Unies, mais aussi dans nos cours. Et pour ne parler que de la France, on a eu cet été une décision du Conseil d'État et une décision du Conseil constitutionnel qui reconnaissent enfin la validité et même la valeur constitutionnelle du droit à un environnement sain. Donc maintenant, il faut qu'on s'en saisisse pour aller chercher ce que ça veut dire, etc., et le décliner en politique publique. Il y a encore pas mal de travail, mais en tout cas, c'est vraiment un sujet qui avance. Mais donc, sur les droits, et les droits de la nature en particulier. Or, que fait l'Union européenne aujourd'hui? Non seulement à Montréal, elle promeut l'exploitation minière dans les aires protégées dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais en plus de ça, elle se bat non pas contre un article opérationnel, mais contre un considérant qui indique que le mouvement des droits de la nature est en pleine émergence à travers la planète et que c'est une piste pour pouvoir trouver des solutions réglementaires, législative en termes d'obligations, de droits et de devoirs, plutôt que d'aller vers une nouvelle marchandisation et financiarisation, ce que pousse l'Union européenne aujourd'hui à Montréal. Donc, c'est un combat qui est en cours, qui est vraiment important. Rien n'est joué encore. Évidemment, il reste quelques jours avant la fin de la COP. Pour l'instant, ces solutions fondées sur la nature sont dans le texte, tandis que la partie sur les droits de la nature est en danger. On peut se mobiliser pour aller dans cette direction-là. On a fait, donc avec Philippe, ce dont a parlé Françoise, une tribune qu'on a publié, je vais vous en remettre le lien après si personne ne le met entre-temps dans le chat. C'est consécutif aussi à une étude que nous avions commandée et publiée l'an dernier pour attirer l'attention du Parlement sur ce sujet. Il pourrait y avoir, si ça se concrétise, évidemment, des mesures de damage control pour essayer de faire en sorte que ce soit pas si catastrophique que ça, et qu'on puisse empêcher trop de financiarisation, etc. Bon, mais le mieux, c'est vraiment d'éviter cette décision-là. C'est des décisions qui sont prises dans l'atmosphère, c'est tellement loin de nous, évidemment, qu'on a du mal à bloquer ce type de décisions qui sont pourtant vitales pour l'ensemble des écosystèmes autour de la planète. Mais en tout cas, la bataille n'est pas terminée. Et puis, évidemment, derrière se cache le combat de la reconnaissance de l'écocide, qui est là aussi un combat qui avance beaucoup, notamment au sein du Parlement européen, mais sur lequel on va continuer à se battre. Avec Caroline d'ailleurs, et puis avec d'autres, et puis un combat aussi à mener au niveau national. En tout cas, c'est absolument essentiel qu'on continue à se bagarrer pour que l'interaction entre les différentes limites planétaires, les différents écosystèmes et éléments qui composent notre monde, notre planète, soit effectivement protégée en étant mis en lien et qu'on reconnaisse enfin notre dette vis-à-vis des pays, des populations des pays en développement, vis-à-vis des générations futures et aussi vis-à-vis du vivant non humain, parce que on a une dette conséquente dans ces trois domaines. Merci beaucoup, Marie, et merci d'avoir pris de ton temps qui est très, très, très occupé et très restreint. Et donc, oui, c'est par rapport à la financiarisation, effectivement, c'est le marché, le marché, le marché. Et, c'est la fuite en avant pour essayer de répondre à leur crise économique et à leur crise systémique. Et on continue encore plus vite que d'habitude et qu'avant pour aller dans le mur. Donc, c'est tout à fait. Quant à la compensation, effectivement, j'avais lu quelque part qu'on plantait des eucalyptus à la place de forêts primaires, ce qui ne correspondait à rien, et les populations autour vraiment n'avaient rien à faire des eucalyptus, et en plus, ça appauvrit le sol. Enfin, voilà. Et je ne vais pas continuer plus longtemps parce que je pense qu'il faut qu'on puisse avoir quelques questions après. Donc, merci encore, Marie, pour toutes ces précisions, toutes ces informations et toutes tes analyses. Et on continue à surveiller tout ça de très près et grâce à toi, à avancer sur ces questions. Merci. Frédéric, donc, Oui. Garino, je Merci, te passe Françoise. la parole. Tu vas te présenter tout seul, hein, je pense que tu Oui, vas bien nous sûr, bien présenter sûr. les résultats de ta table ronde virtuelle que tu as fait à Voilà, où Montréal j'ai organisé en à la fait COP 15. exactement dans le cadre de la COP 15 avec les Global Greens, les Verts mondiaux. On a convié justement des représentants des peuples autochtones d'Amérique du Nord et du reste du monde. On a eu la chance d'avoir deux activistes amérindiennes des deux côtés de la frontière, c'est-à-dire du Canada et des États-Unis, qui travaillent à la réappropriation de leurs eaux
Nestlé, évidemment, est arrivé très vite dans la conversation parce qu'ils ont volé sciemment l'eau d'une des Premières Nations souveraines. Je partagerai son action. Et l'idée de cette zone verte virtuelle, c'est justement d'aller un petit peu au-delà de Zoom. On a utilisé un système qui s'appelle Bramble et on a eu une bonne connexion. J'entends que on m'entend mal. Est-ce que vous voulez que je change de micro? Tu m'entends, Françoise, ou pas? On t'entend de loin, en fait. Ah bon. Et est-ce que là, vous m'entendez mieux, là? Ah, c'est beaucoup mieux. Oui. Ok, bon, il faut que je tienne mon micro vraiment très près alors. Donc, ça s'est très bien passé et on va répéter l'exercice. Alors, je vais vous parler de ce qui se passe en ce moment sur le terrain, si j'ose dire, ici à Montréal pour la COP 15 et ce qui bloque. Donc il n'y a pas de son. Bon, attendez, il faut que je change de micro alors. Bougez pas. Non, t'entends. Je sais pas, j'ai Jean-Claude qui me dit qu'il m'entend bon pas. Donc, si. Non, t'entends. Hein. Si. vous m'entendez? Bon, ok, Ouais, alors je tout à continue. fait. Alors, je continue. OK. Donc, il y a deux États qui bloquent en ce moment certaines des avancées. Alors, je vais réexpliquer le cadre en fait de négociation. Je vais utiliser un petit peu d'anglicisme parce que j'ai pas tous les mots en français. J'en suis désolé. Donc, il y a ce qu'on appelle en anglais le Global Biodiversity Framework. Je crois qu'en français, c'est le cadre mondial pour la biodiversité, qui est déjà en gestation depuis plusieurs années. Et c'est ce draft qui est en ce moment en train d'être finalisé, qui doit l'être aujourd'hui. Il y a deux États qui bloquent sur certaines questions clés, notamment la question des genres. Il y a la Russie de Poutine et il y a le Brésil, non pas encore celui de Lula, mais le Brésil de Bolsonaro. Pourquoi? Parce que Lula n'est pas encore réintronisé comme président. Ça va être au début, je pense, de 2023. Résultat, c'est Bolsonaro qui a envoyé des négociateurs qui négocient pour sa politique extractiviste dont on a malheureusement les résultats. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu les États qui bloquent. Maintenant, le rôle de la France est très dommageable parce que la France, comme l'a très justement rappelé Marie et Claire Nouvian et d'autres, ont interpellé sur, on va dire, la cession au lobby de la pêche. Et ça, c'est très dommageable et ça n'est pas, à mon avis, assez mis en avant. Ça, c'est le premier point dommageable pour la France. Le deuxième, c'est la présence en toute impunité de Total, qui vient faire son greenwashing à la COP 15, tranquillement, en parlant de sa stratégie climatique positive. On peut en rire, on pourrait en rire si ça n'était pas dramatique d'entendre des choses pareilles, alors qu'un rapport que je vais partager vient de sortir sur ce qui se passe dans les zones arctiques, où il faut le savoir, ça fait 2 étés de suite, il fait plus de 35 degrés Celsius dans les zones arctiques. C'est très certainement lié à l'extraction pétrolière qui s'y déroule avec le concours de qui? De Total. C'est un écocide complet. Et ça doit être dénoncé matin, midi et soir. Le fait que Total puisse venir parler de stratégie climatique et que personne ou presque ne les questionne, voire plus, sur leur rôle extrêmement néfaste dans les zones arctiques, pour quelqu'un qui vit au Canada où on est quand même en lien fort avec l'Arctique, ça pose plusieurs questions. Donc, on a ce contexte-là et hier soir, il y a eu un événement assez troublant et qui peut peut-être réveiller un petit peu les consciences. Il y a un groupe informel de contact pendant la COP 15 d'États du G77, je crois, je parle sous ton contrôle, Guillaume, c'est un groupe informel de contact sur la partie justement des compensations financières. Et ce groupe de contact a décidé symboliquement de quitter les négociations hier soir parce que ils ont conclu que les États du G7 n'étaient pas sérieux dans leur volonté de mettre en place les compensations financières nécessaires. En gros, pour schématiser, le G7 demande
que le 30-30, ça soit essentiellement les États dits du Sud qui soient aux manettes. Alors que c'est nous qui avons pollué. En gros, on leur dit faites le boulot, et on leur dit mais on vous donne pas 1 euro pour le faire. Donc là, ils ont bien raison de dire attendez, vous ne prenez pas pour des caves non plus, donc on va quitter les négociations. Alors c'est très inquiétant pour 2 raisons. Ça se passe bien à date, il faut le noter, entre la Chine, qui est, je le rappelle, l'hôte officiel de cette COP, qui devait se dérouler en Chine, et le Canada qui a repris la balle au bond. Il y a une bonne entente de travail entre le ministre chinois de l'Environnement et le ministre canadien Stephen Guilbeault. Malgré cela, il y a un déficit de présence de chefs de gouvernement de premier plan. Je pense très sincèrement que la France, pour compenser ce que je viens de dire, gagnerait à venir et que plutôt que d'aller au Qatar, Emmanuel Macron il devrait prendre son avion et venir à Montréal pour aider à la conclusion des négociations et aider surtout sur le volet financier. Julie, merci, je ne sais plus si elle est encore dans le Zoom, elle m'a aidé à faire des corrections là sur un communiqué de presse que je propose que LV fasse dans ce sens, parce que Christophe Béchu est bien sympathique, mais c'est certainement pas lui qui va porter un message politique fort pour aller dans ce sens. On est à la croisée des chemins. On est sur une COP qui est, si elle se conclut comme on le souhaite, potentiellement du niveau de la COP 21 à Paris. Tout le monde réclame l'équivalent avec ce Global Biodiversity Framework de l'accord climat qui a été signé à Paris. La question qui revient, ça a été dans le discours d'introduction de la secrétaire générale de la Convention, Madame Mrema de Tanzanie, et ça a été dans les interventions de Antonio Guterres de l'ONU. Les beaux discours, c'est bien, l'action, c'est mieux. Et donc, si l'implémentation, si l'exécution de ces objectifs ne fait pas partie de l'accord, on va encore signer un papier qui n'engagera que le papier. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit depuis plusieurs jours ce message être répété. Mais le problème, c'est que tout doit et ne peut se passer qu'avec de la pression politique. Que oui, l'Union européenne est présente, mais j'ai pas vu Ursula von der Leyen. C'est dommage. Il manque de présence de chefs de gouvernement. Ça a été noté dès le départ. Et encore une fois, je fais un appel, je lance un appel solennel, et c'est un appel que je vais faire relayer à des proches d'Emmanuel Macron dès ce soir. Il faut que la France, qui veut être un acteur de premier plan sur la politique écologique mondiale, vienne avec son président et aide à conclure ces négociations. Parce que sinon, on va passer très très près du but et on peut le manquer. On peut le manquer. Voilà, je ne vais pas faire plus long parce que j'aimerais ouvrir aux questions et surtout entendre Charlotte aussi sur ces questions-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même quelques verts mondiaux qui seront là. Demain, on organise avec Elisabeth May, la chef du Parti vert, un petit déjeuner de contact pour justement comparer les impressions des uns et des autres sur l'avancée des négociations. Et on essaye d'avoir des yeux élevés, mais les agendas ont l'air compliqués. Voilà, je vous rends le micro. Merci beaucoup de ton intervention et on reprendra effectivement avec les questions. Je vais passer la parole à Charlotte. Et du coup, on pourra après repartir sur les questions qui vont être nombreuses, à mon avis, sur ce que tu nous as dit et ce qu'ont dit les autres intervenants. Donc, Charlotte Soulary, qui donc s'est beaucoup occupée de l'Europe au bureau exécutif et qui aujourd'hui est dans les Global Green, dans le réseau des Verts mondiaux, et qui donc va nous proposer qui se pose la question de l'utilité des COP, c'est en quoi effectivement on peut arriver à cette conclusion. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Est-ce que ça ne sert pas à du brainwashing? Mais qui va aussi en même temps essayer de poser des questions sur comment réformer ces COP et proposer des solutions. Et elle a très envie d'en discuter avec tout le monde, avec nous, avec les autres intervenants. Voilà, Charlotte.
Si Bonsoir tout le oui, monde. le micro est Oui, ça ouvert. fonctionne. Alors, c'est toujours difficile de remettre en question des processus et des négociations dans lesquelles on baigne. On voulait le faire avec un peu de recul. Alors, on a un peu le recul pour la COP27, mais la COP15, évidemment, on est en plein dedans. Ceci dit, le constat, je crois qu'on le fait toutes et tous. L'agenda compliqué, c'est pas que chez les Verts, c'est au niveau international. Tu l'as dit, Frédéric, hein, tous les chefs d'État de la planète ont un agenda compliqué en ce moment quand il s'agit d'avancer sur les questions de la crise climatique, de la biodiversité, de la pollution et j'en passe. Donc, ce sentiment de décalage. Et puis, en fait, on a aussi, je pense que vous le ressentez comme moi, une population qui se désintéresse des COP, et c'est pas que AELV dans un parti pourtant écolo, mais vraiment il y a et ils ont, enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en désintéressent totalement, à commencer par les activistes, à part beaucoup d'activistes climat. Et il et elle, je pense, sont tout à fait raison de s'en désintéresser puisque aujourd'hui les COP ne cessent d'accoucher d'une souris. Ce sentiment de décalage. En fait, à un moment donné, juste, c'est plus possible, quoi. Donc, pour moi, je vais pas forcément être très très longue, mais enfin, en fait, ce sentiment de décalage, il a été analysé, en particulier il y a quelques années. Je sais pas si vous aviez lu ce livre Gouverner le climat de Hamid Dahan et Stéphane Écoute qui parle de schisme avec le réel. En fait, enfin voilà, qui font tout l'historique des COP et qui montrent le décalage croissant entre ces processus onusiens qui sont, comme ils disent, civilisés et consensuels, qui traitent le changement climatique comme un problème gouvernable, circonscrit, et une réalité du monde qui est celle de la lutte pour l'accès aux ressources, de la globalisation économique et financière, et qui est nourrie par l'exploitation des énergies fossiles et le maintien de nos styles de vie, de nos modes de vie occidentaux. Donc, ce décalage entre la lenteur des négociations, qui, même si on aboutit à quelque chose de positif, encore une fois, à cette COP, ne nous permettra pas de sauver la planète. Enfin, je pense que là, on est toutes et tous très au clair là-dessus. Une accélération en plus de cette crise, et c'est le fameux paradoxe. On sait qu'on ne peut pas y arriver comme ça, mais en même temps, on sait qu'on ne peut pas ne pas y arriver. À partir de là, je pense qu'il y a quelques éléments qui quand même devraient nous permettre de progresser un petit peu. Et c'est notamment d'identifier ce qui ne fonctionne pas dans les processus des COP. Pour moi, il y a plusieurs éléphants dans la pièce depuis des décennies. Marie en a pas mal parlé. Le premier éléphant dans la pièce, c'est clairement la colonisation. En fait, l'absence de reconnaissance de notre histoire, de notre responsabilité historique, qui est pas uniquement d'avoir développé des économies productivistes fondées sur l'extractivisme, mais d'être allé chercher ces ressources chez d'autres par l'expansion coloniale et par la prédation des ressources sur d'autres continents à qui on demande aujourd'hui de se développer de manière non polluante. Et finalement, en fait, cette responsabilité-là, ça a été le cœur de la discussion sur les pertes et dommages à la COP27. On l'a bien vu qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de pays il n'y a plus aucune crédibilité à des engagements et donc à des initiatives portées par des blocs comme l'Union européenne. À partir du moment où on ne va pas beaucoup plus loin sur les moyens qu'on met et sur la reconnaissance en fait de la dette climatique. Et alors que l'accord de Paris, qui avait effectivement été un succès, mais qui est un succès fondé sur une méthode qui est celle de finalement un accord qui est pas vraiment si contraignant que ça, mais qui est plutôt un enjeu de pression par les pairs et par la société civile pression qui peut rester en permanence pour augmenter le niveau des contributions nationales. Mais cette pression, elle ne fonctionne que s'il y a une crédibilité des différents acteurs autour de la table. Et là, je pense qu'on doit vraiment s'interroger, nous, en tant qu'Union européenne, et donc aussi en tant que France, sur la posture que nous prenons dans la période et les priorités, effectivement, de nos négociations.
Et à ce stade, pour moi, l'enjeu, en fait, la priorité, c'était même pas d'augmenter les engagements. Enfin, c'était une vraie priorité sur, en fait, rassurer, montrer qu'on est capable de mettre les moyens sur la table pour enfin débloquer cette difficulté-là qu'on a eue majeure de défiance d'une bonne partie du monde à l'égard de ce que nous sommes capables de faire. Il y a un autre aspect, c'est que le climat n'est pas déconnecté de la géopolitique. Au contraire, ça en devient un enjeu central. Vous avez toutes et tous vu, et si vous l'avez pas fait, lu le travail de Pierre Charbonnier là qui commence à développer sur la notion d'écologie de guerre. Je pense que ça peut pas être totalement mis de côté. Enfin, juste on est en pleine guerre en Ukraine et on continue dans cette période-là de croire que l'Europe ne pourrait se passer de véritables changements de posture. Je pense que ce qui s'est passé, si j'en parle, c'est parce que la mobilisation des pays qui se disent non alignés face aux sanctions contre la Russie se fait dans un moment où il y a un besoin de toutes et tous, et c'est bien normal de pouvoir accéder à l'énergie sans mettre son pays en faillite, où il y a un besoin aussi de beaucoup de pays et qui en profitent très bien ici pour sortir d'une dépendance ou d'un rapport historique avec l'Union européenne. Et en fait, ce contexte-là, il peut pas être totalement traité de façon indépendante, certainement pas, par des négociations dont on parle, qui sont des négociations de sortie des fossiles. Il y a un autre éléphant dans la pièce, pareil, Marie en a pas mal parlé, c'est le secteur privé, Frédéric aussi, et notre incapacité, à mon avis, dans les COP, à nommer l'objectif derrière la réduction des émissions. Donc, l'objectif, c'est laisser les fossiles dans le sol. Quand on parle de laisser les fossiles dans le sol, on parle très largement de nos propres économies qui sont dopées aux fossiles, et on parle très largement de nos propres entreprises. Donc, en fait, laisser faire un greenwashing tel qu'on l'observe de la part de nos propres entreprises dans les COP, ça ne peut que contribuer à les délégitimer et à empêcher finalement des négociations beaucoup plus réalistes. Je reviens pas sur la discussion lunaire sur la compensation des émissions. Enfin, tout ça, c'est ça le schisme avec le réel qui fait qu'on finit par baisser les bras et à ne pas aller dans des grands-messes qui sont en total décalage avec l'enjeu. Donc maintenant, comment est-ce que malgré tout, pourquoi est-ce que malgré tout on y va? Et je suis très d'accord avec ce que disait Guillaume au début. On y va parce on se fixe un objectif qui est limité, qui est précis. Chaque État va se fixer un objectif qui va être le sien. Et finalement, je trouve que celles et ceux qui arrivent à peu près aujourd'hui, c'est peut-être les pays à se faire entendre, c'est peut-être les pays insulaires qui sont un peu les seuls à réussir à faire prendre conscience de la réalité de l'enjeu au niveau mondial. Mais bon, là, moi, j'essaye de parler aussi en tant que Française, en tant qu'Européenne, dans des pays dont on sait qu'ils ont pas mal de poids dans les négociations et pas mal de capacité à potentiellement réformer aussi la gouvernance mondiale du climat. Donc, parce que clairement, et de la biodiversité, je vais en parler tout de suite. Clairement, on a un besoin de gouvernance mondiale. On va pas revenir dessus. C'est les sujets sur lesquels il y a une interdépendance. C'est les sujets sur lesquels chaque État ne peut pas réussir seul. Donc, c'est indispensable. Mais ça peut pas être limité d'un côté au climat, de l'autre côté à la biodiversité. Enfin, là, on touche quand même les limites de l'exercice, le besoin de désenclaver le changement climatique et la biodiversité. Enfin, là, on le sait toutes et tous. On parle de commerce international, on parle de développement, on parle d'objectifs de développement durable, on parle d'énergie et on parle de démocratie. Vous avez été plusieurs à mentionner la protection des lanceurs d'alerte, des journalistes et des défenseurs et défenseuses de l'environnement. En fait, on est quand même capable de mener une COP en Égypte. Donc, en fait, à un moment donné, et ça peut être des mini-réformes, comme celle qui est sur la table du côté des COP climat,
qui a été amené suite à la pression, pour le coup, des associations droits humains, de mettre en place des critères pour définir quel pays pourrait être en mesure d'accueillir une COP, et un certain nombre de critères minimaux de respect des droits humains. Donc ça, c'est un peu le niveau minimal d'une réforme, je dirais, de la gouvernance. Après, il y a plein de propositions sur la table pour relier davantage les enjeux climat et biodiversité. Mais à mon sens, il y en a potentiellement plein d'autres qui seraient commencer par mettre beaucoup plus d'énergie sur les questions commerciales, par exemple. À partir du moment où on repolitise ces enjeux et ces négociations à la fois climat et biodiversité, ça veut dire qu'on accepte que c'est un enjeu géopolitique, qu'il y a un vrai sujet d'accès équitable à l'énergie pour toutes et tous, et que c'est normal et légitime que des États aujourd'hui cherchent à acheter du gaz et du pétrole russe sans rentrer dans le régime de sanctions qu'on essaye d'imposer, parce que en fait il y a les enjeux de précarité énergétique sont vécus de façon 1000 fois plus importante dans des pays en développement que dans nos pays. Je pense que avoir aussi une approche, on doit avoir une approche de ces COP qui cesse de gommer les différents désintérêts. On parle beaucoup des différences d'intérêts entre pays du Nord et pays du Sud, mais assez peu des intérêts des pays producteurs de pétrole, de charbon et de gaz, et de quelle façon ces pays-là pourraient être poussés, forcés, incités, en tout cas menés à prendre des engagements. Mais par contre, en fait, on a beaucoup de réponses. Et nous, en tant que parti écolo dans notre pays, et en fait l'ensemble des partis écolos dans le monde, ont des réponses sur comment repenser les politiques économiques et industrielles dans leur propre pays. Donc nous, qui sommes des pays productivistes, finalement, partageons énormément avec ce que peuvent vivre aujourd'hui des personnes en Chine, et en particulier qui militent en Chine, des personnes en Russie, etc. Qui disent la même chose. On doit avoir des moyens pour la transition. C'est valable en France. C'est ce qu'on demande en France. En fait, on le demande aussi ailleurs. On doit aussi avoir des moyens pour que la transition, elle soit juste. Et pour toutes les personnes qui sont en situation de précarité énergétique, on doit traiter la question de l'emploi, de tous ces emplois qui sont dans le pétrole, dans le charbon, dans le gaz, qu'il faut en fait transformer et donc aider. Et en fait, finalement, ces sujets-là sont pas des sujets nationaux, ce sont des sujets de négociation internationale, tout autant que les autres, et que le fait de se fixer des objectifs. Ce que je veux dire, c'est que sur finalement l'ensemble des sujets de négociation, à un moment donné, si on ne va pas plus loin dans les discussions sur finalement qu'est-ce qui bloque une position nationale, on peut tourner en rond longtemps. Et je voulais juste terminer sur la belle idée du traité de non-prolifération des énergies fossiles. Et je dis belle idée parce que souvent les gens en parlent avec un sourire en disant ah ouais, c'est une belle idée, mais c'est pas réaliste. En fait, moi je voulais terminer là-dessus parce que je pense que c'est une très belle idée de remettre en place des nouvelles règles multilatérales, et je pense que c'est ça qui est réaliste. C'est 1000 fois plus réaliste que la compensation carbone, c'est 1000 fois plus réaliste que l'ensemble des objectifs chiffrés qui sont sur la table à la fois des différentes COP climat et biodiversité, puisque ce sont des vraies solutions face à une analyse objective de la réalité. Tout le reste est irréaliste. Donc, faut pas non plus que nous-mêmes on se laisse embarquer dans ce sujet-là. Je pense qu'il faut garder une forme des propositions radicales aussi en matière internationale, de négociation internationale, et pour ça à parvenir enfin à tourner les négociations, notamment climat. Je parle beaucoup de climat ici, je suis désolée parce que c'est ce que je maîtrise mieux, vers les questions de production et non seulement vers leurs effets comme c'est aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là, mais c'était quelques pistes que je voulais évoquer. Merci Charlotte. Oui, c'est
tout à fait. Ce que tu dis, c'est effectivement, on s'occupe des effets, mais on oublie les causes, que ce soit pour les énergies fossiles, que ce soit pour la mondialisation, le commerce mondial. En fait, les COP sont censés ne pas du tout s'occuper du commerce, justement, hein, il ne faut pas y toucher. Et donc, on se retrouve dans une situation extrêmement hypocrite par rapport à ce que tu disais sur la dette écologique et ce que disait aussi Guillaume et tout le monde, d'ailleurs, avec une rupture entre les Sud et les Nord, hein, pour aller vite, hein, qui devient très problématique et qui a été aussi soulignée par la guerre en Ukraine et voilà, c'est un autre sujet, mais il va avec, puisque la guerre en Ukraine a montré un peu plus que le Covid, notre dépendance, mais notre dépendance à l'énergie, et aussi les deux poids, deux mesures entre les Sud et les Nord, par rapport à l'agriculture, par rapport à l'aide, par rapport aux migrants, etc., etc. Mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait s'attaquer à la mondialisation, au FMI, à l'OMC, etc., etc. Et peut-être revenir à des contre-sommets. Mais je m'arrête là parce que je pense qu'il faudrait laisser la parole aux participants qui sont encore là et qui sont très nombreux. Donc, on peut peut-être fonctionner. Alors, il y a Frédéric aussi souhaitait réagir, en fait. Oui, je vais juste réagir en complément, en complément, et ça peut peut-être justement donner lieu à des questions. C'est pas que pays du Nord contre pays du Sud. Entre pays du Nord, on n'est pas d'accord. Moi, je vis dans un pays, le Canada, dont j'ai le passeport en même temps que le passeport français, où une grande partie de notre économie est basée sur la production pétrolière et gazière. De même que notre voisin américain, et on a tout un questionnement sur les pipelines qui traversent les zones autochtones, justement, pour déverser nos sables bitumineux horribles sur notre client numéro un, c'est-à-dire les États-Unis, qui, depuis la guerre en Irak 1 et 2, ont décidé géopolitiquement de ne plus dépendre du Moyen-Orient, et c'est ce qui a permis le fracking et le développement d'une industrie pétrolière autonome. C'est très compliqué pour le Canada en ce moment parce qu'on est obligé de parler des deux coins de la bouche en même temps, d'avoir des objectifs mondiaux très ambitieux, et de l'autre, on est pris avec un pays qui dépend énormément de son industrie pétrolière. On a une province, l'Alberta, qui parle même, alors que d'habitude c'est le Québec, de se séparer du Canada pour vivre sa texasitude à 100%. C'est très compliqué. On a un ministre de l'Environnement, Guilbeault, qui est un ancien d'Équiterre Greenpeace, qui est obligé de défendre l'industrie pétrolière parce qu'il est pieds et poings liés. Il a accueilli, et je l'ai beaucoup critiqué à ce sujet, les pétroliers sur le pavillon officiel du Canada en Égypte. C'est un problème. Et comme je disais tout à l'heure, il arrive à bien travailler avec les Chinois, et tant mieux, mais on a des contradictions en ce moment entre pays du Nord, notamment Canada, États-Unis versus Union européenne. Parce que vous n'êtes pas indépendant énergétiquement, nous on l'est. Il y a une désindustrialisation qui va s'accélérer parce que les industriels européens commencent à dire l'industrie ne peut pas vivre en Europe, c'est trop cher et on n'est pas sûr de notre approvisionnement, donc on va tout faire ici. Quand le président Macron a rencontré Joe Biden et lui a dit attention, donnez-nous des exemptions sur votre plan climatique parce que sinon nous on est mort, il a eu raison. Il y a des mouvements de plaques tectoniques économiques qui vont s'accélérer. Je ne pense pas que les dirigeants européens disent la vérité aux populations tellement c'est complexe et potentiellement anxiogène, beaucoup plus qu'un Covid. Hein. Quand on parle de fermer les hauts fourneaux de ArcelorMittal, c'est des régions entières qui en dépendent. Tout le territoire de Belfort ne vit qu'avec l'industrie autour d'ArcelorMittal et d'Alstom. Et tout ça, c'est en danger. Il y a un vrai questionnement sur la capacité de l'Europe de payer pour sa propre transition énergétique. C'est une vraie question. Et c'est forcément lié après à la protection 30-30. Donc là, en ce moment, l'objectif à Montréal, c'est de dire, on va protéger, je le répète, 30% des territoires en 2030 ou d'ici à 2030. Mais comme on l'a déjà expliqué, de quel 30% on parle?
Au Québec, où je vis, on a déjà dit qu'on protégeait 17%. Sauf que c'est 17% dans le Grand Nord. La biodiversité dans le Grand Nord, elle existe, elle est à préserver, c'est vrai, mais c'est la biodiversité où vivent les humains qui doit être protégée d'abord. Parce que c'est là où elle est suffisamment diverse, cette biodiversité. Et quand on parle de biodiversité, on parle de milieux humides qui sont là pour nous protéger en cas d'intempéries. Vous avez vécu en Europe et vous allez les vivre tous les ans, des épisodes de climat extrême qui ne sont pas compensés par la biodiversité, que ce soit en Allemagne, on l'a vu, que ce soit en France, il va y avoir des maisons, la romaine, bis, tous les ans, partout. Et il y a, d'après moi, et j'en finis là, un problème justement à vouloir mettre en silo les COP climat, biodiversité et tout le reste. Il faut, comme Charlotte l'a dit, désenclaver, décloisonner. Ça a été le message qui est revenu dans mon activité de la zone verte virtuelle. C'est tous les gens qui sont venus venaient porter ce message-là. Il faut décloisonner le plus possible et essayer, peut-être plus qu'un contre-sommet, faire un sommet qui va lier ou relier le tout pour essayer de bien mettre tout sur la table, c'est-à-dire l'énergie, la compensation pour les plus modestes. Hein. La France met énormément de moyens, il faut le reconnaître, sur la table pour soutenir les ménages. Alors c'est bien, mais c'est assez court-termiste économiquement, mais c'est bien quand même, c'est à noter. Il faut se poser la question, si on est capable de faire ça pour soutenir les ménages les plus modestes, comment est-ce qu'on prépare vraiment la transition énergétique avec le double questionnement climat d'un côté et préservation de la biodiversité de l'autre. Voilà, j'en finis. Merci beaucoup d'avoir complété effectivement, Frédéric, sur la nécessité d'une vision plurielle et d'arriver à associer tous les secteurs et tous les scientifiques et toutes les actions civiques et de la société civile, etc. Et les politiques, bien entendu. Des questions, ça serait, vous savez comment ça fonctionne, vous levez la petite main, c'est en bas dans réaction, pas toujours, hein, ça peut être autrement, mais bon, c'est en bas et vous tapez sur lever la main. Donc, s'il y a des questions, je devrais les voir, Régis aussi d'ailleurs, éventuellement. Je n'en vois aucune pour le moment. Je n'en vois pas. Ah. Si, j'en vois une. Magali. Oui, bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis Magali, je fais partie de la commission, plutôt de la commission agricole, mais voilà, et aussi de la commission biodiversité. Et en fait, je voudrais poser une question à Frédéric Guarino. C'est par rapport au Brésil là-bas, je voudrais savoir, mais les gens, parce que tu as dit qu'il y a un blocage par rapport au Global Biodiversity Framework du Brésil et de la Russie. Mais Oui. là, par exemple, là, ils sont conscients que, bon, le gouvernement Bolsonaro, il est à sa fin, là. Et ça Oui, va. oui. Donc, Mais il malheureusement, faut pas du tout considérer ce qu'il dit le mec qui est là-bas, quoi. Il faut vraiment. Je suis brésilienne et je suis j'entends. efficace. J'entends. Et donc, faut pas considérer ça, quoi. Faut attendre que ça. Malheureusement, comme Bolsonaro est encore en place en titre, Lula, il n'a pas voix au chapitre pour envoyer ses propres négociateurs. Il y a des ONG brésiliennes qui sont là, mais les négociateurs officiels du gouvernement brésilien, c'est bien Bolsonaro qui les a envoyés. Donc, ils sont en train de terminer effectivement leur politique destructrice et ça va potentiellement être rebalancé par Lula. Je voudrais ressouligner, ça a été très peu médiatisé en France, la proposition du président Lula de créer ce qu'il a appelé une OPEP des zones équatoriales où il a appelé à réunir le Brésil, l'Indonésie et les pays limitrophes de la forêt équatoriale du centre de l'Afrique, donc RDC, Congo-Brazzaville, Gabon, pour que tous partagent des pratiques, on espère bonnes, de protection.
Ça, on attend de pied ferme que ce soit remis, et j'en profite pour parler d'extractivisme. Là aussi, c'est un petit peu passé sous silence à cause de la guerre en Ukraine. Il y a des appels à l'aide qui sont envoyés par le Congo, notamment depuis des mois, pour recevoir des fonds de développement, et ils sont obligés de passer à l'étape suivante, qui est de commencer à vendre des droits d'exploitation dans les tourbières, qui sont des carbon sinks, des zones de capture de carbone extrêmement cruciales, et ça dans un silence assourdissant. Alors, tout le monde sait que le Congo, les deux, Congo sont extrêmement corrompus, etc. Tout le monde le sait. Il y a des propositions sur la table pour réorienter le travail du FMI et de la Banque mondiale 100% sur ces projets-là. Il faut que ça soit accéléré, mais ça ne peut l'être que si le G7 est à la manœuvre. Et là encore, un diplomate fin comme Emmanuel Macron qui veut jouer un rôle mondial, il gagnerait plutôt que d'aller au Qatar à faire ça. Mais pour le Brésil, c'est malheureux, c'est encore Bolsonaro qui tient les commandes. Ça pourrait potentiellement être modifié quand Lula sera intronisé. Je crois que c'est tout début janvier, son intronisation. Oui, il y a eu la diplomation déjà hier, avant-hier. Mais déjà, il nomme les ministres. Oui, mais il n'est pas officiellement en place, si je me trompe pas, avant début janvier. Il est encore ces mois-ci, mais il fait beaucoup de choses déjà. Mais alors, ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que ces traités-là qui se font là-bas, est-ce qu'après ça peut être revu ou pas? Oui, c'est comme l'accord de Paris. Tu sais, c'est des accords qui de toute façon mettent du temps à être effectifs. Donc, je pense pas que parce que Bolsonaro il bloque maintenant, la voie du Brésil va être bloquée. Non, faut pas s'inquiéter de ça. Ok, merci. Voilà. Merci. Oui, c'est début janvier et on pense faire une visioconférence justement pour l'intronisation de Lula au Brésil, avec toutes les questions qui se posent autour du Brésil et pas seulement de l'Amazonie, bien évidemment, et de tout ce qu'a pu faire Bolsonaro, de tout ce qui est possible de faire, mais ça ne sera pas très facile pour Lula, vu l'Assemblée, vu le Parlement et vu les forces politiques et la corruption qui règnent quand même, comme dans beaucoup de pays, et on n'a aucune leçon à donner quand on voit ce qui se passe en France. Voilà. D'autres questions? Alors, j'ai vu que Robert Simon avait posé une question par écrit. Est-ce que tu veux bien la poser oralement? Et puis, il y a Mathieu aussi. Donc, comme je le vois en premier, ma foi, Mathieu a levé sa main. Est-ce que, Régis, tu peux lui redonner la parole? Lui ouvrir son micro, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'ai une question pour Guillaume Charon à propos de ce que vous disiez sur la position française concernant les droits de l'homme à la COP et le fait que la position française était particulièrement peu ambitieuse. Du coup, j'aimerais savoir si vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce point. Et en fait, surtout, ce que je me demande, c'est du coup, quels sont les leviers pour influencer la position du gouvernement français à ces grandes réunions internationales? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, le Parlement est consulté? Est-ce qu'on peut envisager d'autres leviers? Et puis, j'ai un peu la même question au niveau européen, puisque tout à l'heure, on parlait, Marie Toussaint parlait de ce qui était avancé par la Commission européenne à propos de la marchandisation de la nature. Et je me demandais s'il y avait des leviers pour influencer le positionnement de la Commission. Merci. Mais merci pour la question, Mathieu. Il y a un groupe d'États qui milite pour comment dire, la synergie ou développer la relation entre droits de l'homme et les questions climatiques et environnementales. C'est un groupe qui est actuellement dirigé par l'Allemagne et le Costa Rica. Ça inclut 22 États. On appelle ça le Geneva Pledge. Alors, je sais pas comment on dit pledge en français, j'ai oublié. C'est
enfin, il y a une alliance pour ça qui pousse sur cette question-là et dont l'idée, c'est de casser les silos, comme on en a parlé beaucoup plus tôt, sur les questions de droits de l'homme et les questions environnementales et climatiques. Ça serait bien si la France pouvait, par exemple, rejoindre ce groupe ou de manière aussi peut-être plus prosaïque et moins ambitieuse, en tout cas de souligner, de lever les questions des droits humains dans les négociations. C'est pas le cas du tout, et je pense que c'est pas le cas. Bah, les leviers, pour répondre à l'autre pendant de la question, tant que ça passe inaperçu et que personne ne le souligne, que ce soit dans les médias ou au Parlement où il y a des questions qui peuvent être posées ou même à l'Union européenne, il n'y a aucune raison pour laquelle la France doit se bouger le derrière pour être plus proactive sur la question. Oui, voilà, je ne sais pas si la réponse est à la hauteur de tes attentes, Mathieu. Moi, de ce que l'on fait souvent, en fait, dans la réalité des négociations, c'est que on travaille avec les autres États qui sont proches de la France, type Allemagne, voire même Pologne, pour, comme dans un match de foot, les coincer dans une situation où ils sont obligés de s'aligner avec la position européenne pour pas perdre la face, quoi, finalement. Et c'est très problématique parce que la France a donc un double discours entre ce qu'on entend dans les médias ici et ce qui se fait vraiment dans les négociations, quoi. Merci. Ceci dit, s'il y a des personnes qui sont particulièrement intéressées et qui se portent volontaires pour aider à trouver des leviers ou autres, à travers Françoise, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je peux essayer de trouver, disons, les exemples concrets où ça se déroule, les enjeux. Je pense que Frédéric, la même chose dans le cadre de la biodiversité, où on peut après faire ramener des questions à Paris ou autres qui seraient beaucoup plus concrètes et qui forceraient donc des réponses à ce niveau-là. Merci Guillaume. Robert Simon, il faut lui ouvrir son micro, merci. Voilà, c'est fait. C'est fait. Oui, je voulais poursuivre sur les réflexions de Charlotte Soulary, qui disait que sur de nombreux problèmes, de très nombreux problèmes, on a besoin d'une gouvernance globale et que d'aller de COP en COP sur différents sujets, ça ne permettait pas de traiter l'ensemble des problèmes dans toutes leurs dimensions. Et donc, je faisais une suggestion dans le chat, c'est que il y a une instance qui ne travaille pas en silo, c'est l'Assemblée générale des Nations unies qui doit aborder tous les problèmes de la planète et tout particulièrement la mise en œuvre des objectifs du développement durable. Donc, ma suggestion, la question que je posais, c'est est-ce que il faudrait pas à un moment repasser le ballon à l'Assemblée générale des Nations unies? Et Charlotte a répondu oui avant de partir, mais travailler sur la gouvernance globale et la réforme de l'ONU notamment, ce sont des questions très complexes et je ne connais pas beaucoup de gens qui y travaillent. Mais à la suite de ces différentes COP et de la frustration que ceux qui les suivent de près ressentent de ce travail en silo, peut-être que le besoin de redonner une force à l'Assemblée générale des Nations unies est peut-être une bonne solution. Mais j'aimerais bien avoir l'avis de personnes qui connaissent bien le fonctionnement de cette Assemblée des Nations unies. Alors, pour
répondre pour connaître un petit peu le fonctionnement de l'ONU. Alors déjà, il faut savoir que les COP, je rappelle, c'est un système onusien. La Convention de la biodiversité est sous... On t'entend mal, Frédéric. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Parce que là, je suis collé sur mon micro. Là, oui. Okay. Là, c'est bon. Sur mon micro. Bon. Donc, les COP fonctionnent dans un système onusien. Elles ont été créées pour le climat et la biodiversité, ce qu'on appelle UNEP, donc United Nations Environment Programme. La directrice, la secrétaire générale de la Commission sur la biodiversité qui siège à Montréal, Madame Emrema, elle est issue du système onusien. Donc, réformer de l'intérieur, c'est toujours très compliqué, mais c'est souvent le seul moyen. Plus que l'Assemblée générale, et c'était le sens d'un de mes propos, je pense, suite à ta question et ton commentaire dans le chat. Donc, le système onusien, il est imparfait, et plus que l'Assemblée générale, c'est vers le Conseil de sécurité qu'il faut se tourner. Pourquoi? Parce que c'est le Conseil de sécurité qui est capable d'être une force exécutive. Le problème de l'Assemblée générale, c'est qu'elle va forcément être dévoyée par des intérêts qui sont pas forcément positifs. On sait tous, par exemple, que des États comme l'Arabie Saoudite et compagnie ont siégé, voire présidé la Commission des droits de l'homme à Genève. Quand même un non-sens complet. Donc, il faut faire très attention quand on parle de remettre ça dans les mains de l'Assemblée générale, qui est très sensible au mouvement giratoire, on va dire. Alors que le Conseil de sécurité, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, à piloter. Le problème du Conseil de sécurité, c'est qu'il y a un veto, avec la Russie notamment, qui est un État pétrolier, qui va tout bloquer. Donc la grande question, ça peut être comment est-ce qu'on contourne le possible veto de la Russie si on essaye de réformer les choses pour éviter ce que les Russes font en ce moment à Montréal, c'est-à-dire bloquer une partie des négociations parce que ils sont présents et ils ont un poids non négligeable. Je voudrais finir sur le fait de dire que les COP sont imparfaites, mais ça reste le seul véhicule de gouvernance mondiale auquel on a accès, premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup d'activistes qui trouvent que les COP sont un vecteur extrêmement positif de coalition mondiale autour de toutes ces questions, et c'est l'occasion de créer des coalitions très fortes qui contrebalancent les lobbies. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Les médias, que ce soit des médias européens, américains ou autres, travestissent souvent la réalité des COP, noircissent le tableau, et c'est dommage, alors qu'elles peuvent et doivent forcément être un vecteur de changement, ne serait-ce parce que c'est en ce moment les seuls outils auxquels on a accès sur le plan de la gouvernance mondiale. Merci Frédéric. Jean-Claude? Je suis dans la commission biodiversité, mais pas seulement. Je m'occupe aussi du social. Et tout à l'heure, j'ai entendu des propos de quelqu'un qui disait qu'il n'y avait pas grand monde qui s'occupait de social et de mondialisation. Moi, je regrette fort que José Bové ait pris la carrière politique parce qu'il était d'une efficacité extraordinaire quand il était à la conf et personne l'a remplacé. Et je pose la question, il n'y a plus de forums sociaux. Confédération paysanne, je suis. J'ai une question par rapport de quelqu'un qui fait partie de notre commission, qui interpellait sur le fait que la France vendait toujours des pesticides interdits chez nous, mais qu'elle le faisait toujours à l'international. Alors ça me paraît quand même quelque chose sur le plan de la morale assez phénoménal. Est-ce que quelqu'un peut me répondre à ce sujet? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Je sais que j'ai les mêmes informations, oui, mais je ne les ai pas vérifiées. Il y a un lobby très puissant des pesticides qui est présent à Montréal en plus, qui a été dénoncé par plusieurs activistes. C'est une question à double tranchant parce que un passage trop brutal
de l'économie agricole productiviste à la bio-agriculture ou l'agroécologie. On voit par exemple en ce moment les ravages sur l'île de Sri Lanka, qui est passé très brutalement en 2 ans d'un système vers l'autre. C'est pas idéal. Bon. Ce qui est sûr, c'est que ce soit la France ou les Allemands, on est très haut placé, on va dire, dans le peloton de tête de producteurs de pesticides. Et il y a un vrai questionnement, plus que de la morale, de l'efficacité même maintenant des pesticides. On a tellement pollué les sols et on a tellement pollué le génome biologique de certaines espèces végétales que les pesticides ils fonctionnent même plus. C'est un peu comme les antibiotiques avec les humains. Donc tout ça est sur la table. Les lobbies sont très puissants. Il n'y a pas effectivement, tu faisais référence à quelqu'un comme Beauvais, il n'y a pas de voix très forte de l'autre côté, on va dire, qui rassemble les informations et qui pèse dans le débat. Et ça, c'est effectivement à questionner. Pourquoi il y a plus de voix comme ça un petit peu fortes de l'autre côté pour avoir au moins les deux discours qui peuvent se parler dans le cadre des COP ou, comme disait Françoise, peut-être de contre-sommets. Merci. Merci Frédéric. En fait, il existe encore des forums sociaux qui se passent un peu partout dans le monde, qui ont beaucoup moins d'influence qu'autrefois, hein, c'est sûr. Moi, je suis allé il y a 4 ans maintenant, avant le Covid, le Covid n'ayant rien arrangé au Brésil, donc avec des rencontres, effectivement, avec les sanitaires, avec les favelas, etc., etc. Et donc, il existe encore des liens, il existe encore des choses, mais on en parle beaucoup moins, effectivement, et il n'y a pas forcément de personnes charismatiques comme pouvait l'être José, et qui en plus, la personnalisation par les médias est tellement forte qu'effectivement, s'il n'y a pas ça, à la limite, ça passe on n'en entend pas parler, parce qu'il y a eu aussi Régis y était, non, il n'y était pas. Il y a eu aussi un forum en Allemagne cet été, on a eu il y a 3 ans ou 4 ans aussi à Grenoble. Donc il y a encore des rencontres qui se font, mais les difficultés de voyage, les problèmes justement de voyage, etc., font que ça devient difficile et que même en visioconférence, pour avoir des visioconférences avec les pays plus loin, qui n'ont pas les moyens, c'est pas évident du tout. Mais c'est vrai que si on veut avoir un contre-pouvoir, il faut quand même avoir aussi une organisation des sociétés civiles et en particulier dans l'agriculture. Mais ça existe encore, hein, Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec les Verts mondiaux, hein, juste absolument, oui, bien sûr. Non. Et c'est vrai qu'on avait invité, à une époque, on invitait beaucoup de gens aux journées d'été de tous les pays, d'Afrique, même d'Amérique latine, du Pérou. On avait reçu des représentants de l'AROPA, donc de l'agriculture, du syndicat agricole très fort à une époque de l'Afrique de l'Ouest. Le problème, c'est que les guerres, le Sahel, les désastres du Sahel ont arrêté, bien entendu, alors que c'était extrêmement fort. Et en Amérique latine, pareil, il y avait un campesina, évidemment, et il y a des mouvements, mais il y a eu des mobilisations extrêmement fortes dans tous les pays, sur tous les continents, mais évidemment, le Covid, la crise économique, les problèmes et les conflits, etc., font qu'à l'heure actuelle, les choses sont un peu essoufflées, même s'il y a eu quand même, il faut bien le dire, des réussites en Amérique latine au niveau politique. Pour l'instant, il y a quand même des bonnes nouvelles en Colombie, au Brésil, au Chili, même en Argentine et même le Mexique, ma foi, ou le Honduras. Donc voilà. Et en Afrique, malheureusement, c'est un peu bloqué par la France-Afrique, disons, pour aller vite. Juste pour rebondir sur ce point-là. Oui, Régis, notre référent Afrique quand même, hein, dans la Transnat. Oui, bravo. Mais je pense que d'une manière générale, la question qui est posée par Jean-Claude, elle est très importante concernant notamment le rôle des sociétés civiles, parce qu'en fait, on pose la question des forums sociaux. Bon, comme François vient de le dire, ils n'ont pas disparu, mais sauf qu'ils sont en crise. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Là, je ne sais même pas si
Là, parmi les personnes qui sont là, beaucoup savent qu'il y a eu un forum social qui a eu lieu récemment à Florence. Bon, donc il y a ça aussi. Mais sinon, il y a de gros débats actuellement au niveau du Forum social mondial, justement, pour voir comment remobiliser ce mouvement. Et c'est une question qui était également à l'ordre du jour, pas l'année dernière, mais il y a 2 ans, lors d'une université des mouvements sociaux qui s'est tenue à Nantes, hein, notamment, où c'était au moins une question centrale. Et donc, je pense qu'il faut qu'on réponde à cette question, celle des mobilisations des sociétés civiles. Et voilà, donc, pardon, je crois que quelqu'un pose une question. Et ouais, donc, moi, je pense que c'est un sujet en soi. Et j'aimerais bien que ça fasse l'objet d'une prochaine discussion, la question des mobilisations internationales des sociétés civiles. Effectivement, et Frédéric a eu raison de me rappeler les Global Green, puisqu'il y a une réunion des Global Green en juin de l'année prochaine, donc bientôt. En Corée, oui, tout à fait. En Corée, voilà, je l'ai mis dans le chat, Merci. en Corée, et c'est vrai que c'est important que ça se passe en Corée, voilà, évidemment. Mais d'ici là, Françoise, je vais travailler avec Franck Sheridan des Global Greens là-dessus. On va faire des webinaires réguliers sur toutes ces questions transnationales et je souhaite qu'il y ait le plus possible de présence francophone là-dedans parce que c'est très anglophone, hein, même au plan européen. Donc, on compte sur vous et on fera ce qu'il faut pour les traductions simultanées, etc. C'est tout à fait possible. On l'a fait là en 3 langues. Avant-hier, on avait le ministre de l'Environnement, Machado, de l'État du Santo Spirito, Magali, qui parlait en portugais, qui était traduit, et on avait une représentante verte du Mexique, qui elle aussi a pu témoigner lors de mon événement en ligne. Donc, c'est très faisable avec traduction simultanée. Magali a une question. Oui, alors je voudrais justement parler sur et poser des questions sur ça. C'est que la question qu'il a soulevée, l'écheron, Jean-Claude, sur les pesticides. Voilà. Et donc, je vous conseille de lire la géographe brésilienne qui est exilée maintenant en Belgique, justement parce qu'elle parle de ça. Elle a lancé déjà deux livres sur le sujet. Les derniers, il est vraiment très, très bien expliqué. J'ai vu une conférence sur lui, mais j'ai pas encore acquéri ces livres, mais je vais le faire bientôt. Mais j'ai vu une conférence sur lui. Et en fait, elle parle exactement de ça. Elle parle des colonisations moléculaires. Ça veut dire que les pays, l'Europe, elle exporte des pesticides vers l'Amérique du Sud. Et ensuite, ça cause vraiment un problème humanitaire déjà. Il y a tout qui est mélangé, biodiversité, climat et aussi humanitaire très, très fort. Parce qu'on a, par exemple, par an, 500 bébés qui sont intoxiqués avec de pesticides, par exemple. Donc, il y a tout qui est mélangé dans cette question. Et moi, je commence dans ce sujet et ça m'intéresse beaucoup. Donc, pour dire à Frédéric Guarino, que je voudrais faire aussi partie Avec plaisir, Magali. Ouais. Et c'est très intéressant ton point parce que moi, je plaide depuis longtemps pour que on parle de santé publique quand on parle d'environnement et de biodiversité. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, j'en parlais avec Catherine Ribaud, qui est une élue élevée à Montpellier, on a encore des dizaines de milliers de morts en France tous les ans à cause de la pollution dans l'air, les microparticules. On n'en parle pas assez. Et tout ce qu'on dit sur le climat, tout ce qu'on dit sur la biodiversité et le lien entre les deux, in fine, c'est la santé des humains et des espèces vivantes, végétales et animales qui est liée. Et que ce soit les pesticides dont on parle ou la pollution en général, si on ramène tout à
conscientisation des populations sur le sujet de santé publique, je pense que ça va beaucoup plus rejoindre les gens qui ne veulent plus entendre parler, comme on l'a dit, des COP trop techniques, etc. Mais si on leur parle pollution et santé publique, là, ils écoutent. Mais c'est sûr que les pesticides, quand on voit ce qui s'est passé, ce qui se passe en Argentine par rapport au soja, qui fait qu'il y a une quantité de cancers complètement délirante, que Bolsonaro a effectivement multiplié par je ne sais plus combien le nombre de pesticides autorisés alors qu'ils sont interdits ailleurs, ou encore le Sri Lanka dont parlait Frédéric, parce que le Sri Lanka, c'est vrai qu'ils sont passés comme des fous pour des tas de raisons, mais avec au bio, mais aussi avec le prétexte qui en était peut-être un, mais le fait qu'il y avait un nombre de cancers des reins absolument incroyable à cause des pesticides dans les monocultures du thé. Donc, voilà. Mais tout à fait d'accord pour dire que si on prend le côté santé et si on prend le côté alimentation et effectivement le côté pesticides, pollution de l'air, pollution de l'eau, etc., je pense que c'est une manière d'aborder les choses qui est beaucoup plus concrète et qui parle beaucoup plus à la population que même le climat, encore que ça devienne que l'écosystème, évidemment. Et juste un point encore, sur les Sri Lanka, j'ai vu une interview justement de cette géologue, géographe en fait, elle est géographe, sur ces points-là. Et ce qu'elle dit, c'est que les problèmes avec les Sri Lanka, c'est que il n'y a pas eu l'aide pour que les agriculteurs fassent la transition. Ça, c'est une grande erreur. Mais qu'il ne faut pas... ce qu'elle dit, c'est qu'il ne faut pas, comme tu as dit, jeter les bébés avec l'eau du bain. Je veux dire, il ne faut pas dire non, voilà, parce que ça, c'est utilisé aussi par l'industrie pour dire voilà, ça ne marche pas. C'est parce que, voilà, il faut aider ces pays-là qui veulent passer au lieu de dire voilà, tu vois, ça ne marche pas et tout ça. OK. Oui, Jean-Claude? Oui, c'était par rapport au congrès du ICN qui est quand même important par rapport à la biodiversité. Exact, oui. Et bon, où il y a un côté humain avec tous les peuples qui sont en difficulté, et aussi sur le plan biodive, il a beaucoup été parlé des mangroves, donc le côté un peu notamment de la pisciculture, des crevettes et tout ça qu'il faudrait revoir, mais c'est ce qui me revient le plus important de... Christine Juste de ELV Marseille, qui est maire adjointe, elle est très active à l'UICN, elle est venue à ce titre-là à la COP. On n'a malheureusement pas pu se voir parce qu'elle repart dès ce soir, mais je pense qu'on peut lui demander, je sais qu'elle contribue dans cette commission biodive, il faudrait lui demander de faire un petit point là-dessus. Je pense que ça serait intéressant. Je vais lui demander. Oui, elle a prévu d'ailleurs quelques actions et quelques réunions sur le sujet. Donc, elle nous en a parlé sur la commission. Tu as dû le voir aussi. Voilà, donc merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Frédéric qui est encore là. Et merci beaucoup à tous les participants et participantes qui sont restés ou qui sont arrivés en retard parce que ils avaient d'autres obligations, mais c'était très intéressant et je pense que c'est ce que je disais. On a quand même des pistes et même si on est très critique par rapport à ce qui peut se passer et par rapport à notre gouvernement et à tous nos gouvernements, on peut avoir des perspectives et effectivement essayer de s'appuyer sur les mobilisations sociales et les partis politiques écologiques partout dans le monde et reconstruire des choses à ce niveau-là, c'est extrêmement important, mais c'est vrai que c'est une chose que je dis tout le temps. En 2019, il y a eu des mouvements sociaux et fondamentalement écologistes, en fait, mais pas forcément explicitement, dans le monde entier. Dans le monde entier, que ce soit au Koweït, que ce soit en Irak, que ce soit au Liban, bien évidemment, et en Haïti, bon, les pauvres, en Amérique latine, en Afrique, absolument partout. Et le Covid est évidemment arrivé pour interrompre tout ça et faire qu'après,
la politique austéritaire et de répression policière est de nouveau intervenue dans beaucoup de pays, avec les catastrophes, comme je le dis à chaque fois, du Sahel. Mais je pense qu'il y a des choses quand même positives qui se passent et il y a beaucoup de gens qui se battent. Donc, et les idées écologiques par rapport à il y a 30 ans, ça fait 30 ans que je suis chez les Verts, on n'est pas du tout reçu de la même manière dans les pays des Suds qu'on ne l'était il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on pensait que c'était des questions de pays riches, l'écologie, et que c'était un luxe. Voilà, ça n'est plus du tout le cas. Donc, les anciens opposants qu'on rencontrait, qui étaient uniquement opposants sur un plan politique, si je dis ça, mais c'est pas du tout une critique, bien entendu que nous les soutenions et nous les soutenons toujours, mais ont pris des positions maintenant, évidemment, sur les questions écologiques aussi. Donc, et merci beaucoup encore à tout le monde et à toi, Frédéric. Et donc, on a du pain sur la planche, comme on dit. Voilà. À Mais on bientôt. aime ça, on aime ça. Oui, on aime ça quand même. Hein. Très bien. Merci Voilà. à toutes et à tous. À bientôt. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.